L'analyse en réseau, la méta-analyse en réseau, en fait, effectivement, ces comparaisons qui existent entre sleeve et bypass, mais on mélange dedans, en fait, des comparaisons court terme et long terme. Et en fait, en pratique clinique, ce qui nous intéresse quand même vraiment, c'est les résultats sur le long terme. Est-ce que tu peux en dire un Ouais, petit mot? alors en fait, mais j'étais obligé de sélectionner ce que je vous montrais. Bien entendu, on a analysé les données en court terme, moyen terme, long terme. Mais je ne peux pas vous présenter ça maintenant. Et donc, clairement, alors ce qu'on a appelé long terme, c'est au-delà de 2 ans. C'est quand même une ambition modeste. Et la perte d'information, elle est majeure. C'est-à-dire que, en Quand tu gros, disais pour il y a plus orienter rien les après. projets de recherche, en fait, c'est quand même vraiment le long terme qui semble le plus intéressant. Bien sûr, donc en fait, ces figures dans la publication sur laquelle on est en train de travailler, on va montrer les réseaux de manière comparative entre les essais cliniques et les cohortes, score de propension ou cohorte de plus de 500, par durée de suivi, pour montrer justement comment ce réseau s'amenuise. Et c'est à la limite, j'aurais dû vous montrer celle sur le diabète qui est encore plus frappante, où on voit, en gros, il reste une sorte de petit triangle dans un coin quand on se met sur des suivis de plus de 2 ans. Donc, mais là, ça nous semble évident parce qu'on connaît bien le domaine, parce qu'on est sur le poids et sur le diabète. Mais dès qu'on va aller travailler par exemple sur le cancer, le réseau il est quasiment invisible. Or, on a des collègues qui proposent la chirurgie bariatrique en disant ça marche sur le cancer. Donc, enfin, pourquoi pas, mais il faut quand même revenir ce qui existe dans la littérature à un moment ou à un autre, quoi. Moi, j'avais une question juste sur la méthodologie par rapport à la cohorte Constance. En fait, quand on regarde la carte de ce que tu présentes des centres, on voit que c'est très ouest ou nord-ouest, je dirais. Est-ce qu'il y a il y a rien au centre de la France? Donc, est-ce que c'est une volonté ou c'est, enfin, comment ça s'explique? Le choix des villes. Oui, alors en fait, alors déjà, ça évolue parce que les centres d'examen de santé, alors il y a un accord entre l'assurance maladie et l'équipe sur le nombre de centres qu'on peut ouvrir et sur le volume d'inclusion qu'on peut avoir dans chacun des centres. C'est-à-dire que c'est quand même des endroits qui sont faits pour le dépistage et qui ne sont pas forcément faits pour la recherche. Et donc on vient mettre une charge de travail additionnelle en fait, dans ces centres. Et donc l'idée c'est qu'il faut quand même que les centres acceptent de faire. Et puis il y a des nouveaux centres qui s'ouvrent progressivement. Donc clairement, vous voyez qu'il n'y a pas les dom-toms, ce qui est dommage, mais ça peut évoluer aussi. Moi, c'était pour revenir sur les suivis à long terme des RCT bariatriques. En fait, on est un peu dans la situation d'un essai de médicaments. Donc, on suit les gens très bien pendant les 2 premières années. Et puis, faire un essai à long terme, c'est beaucoup plus difficile, effectivement. Donc, justement, ces trucs que vous développez sur les bases médico-administratives qui font un petit peu penser à la pharmacovigilance pour les nouveaux médicaments, est-ce que ce n'est pas la solution pour arriver à suivre à long terme ces gens-là? Ouais, je pense qu'en tout cas, enfin, ça apportera pas. Je pense que tu fais référence à ça. Ça apportera pas d'informations comme on peut le voir dans un essai clinique. C'est-à-dire que on n'aura pas l'effet sur la glycémie, l'effet sur les événements, mais on peut déjà avoir un niveau d'information qui est quand même hyper élevé, parce que des médicaments, ça peut être des médicaments traceurs comme des antidiabétiques par exemple, et est-ce que on va vraiment être capable avec une bonne qualité de dire je regarde l'effet dans ma cohorte de patients à l'hôpital sur l'équilibre glycémique versus je regarde est-ce qu'il a un médicament ou pas et est-ce qu'il l'a consommé ou pas. Alors, on ne sait pas bien sûr s'il l'a mis dans sa bouche, mais bon, il y a un moment où il faut que le niveau de perversité s'arrête. On peut stocker beaucoup de médicaments chez soi, mais on en prend quand même un petit peu au bout d'un moment. Et les cohortes, elles permettent aussi d'avoir ce type d'infos. Alors, j'avais mis une diapo en backup, je vais vous montrer. Voilà, par exemple, on est en train d'analyser l'effet du temps de jeûne sur les prélèvements dans la cohorte Constance. Et donc, en fonction de l'heure de prélèvement, et vous voyez que bien sûr la glycémie à jeun, qui est censée être la glycémie à jeun, va bouger en fonction donc du temps par rapport à l'heure du prélèvement. Donc ce type de finesse et d'approche et de correction, on ne peut pas les faire dans les bases médico-administratives. Mais
par rapport à ce qui se fait, aussi le message, et j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, le message au sein de la communauté, en tout cas épidémiologiste, qui était de dire les pays nordiques, ils ont tout et nous, on est nuls. Je pense que c'est plus du tout vrai. C'est-à-dire que la base de données de l'assurance maladie, c'est une ressource qui est unique au monde. Et donc, on peut, je pense, vraiment maintenant faire de l'épidémiologie grande échelle avec ces types d'outils, ce qui remplacera pas l'épidémiologie clinique, mais peut la compléter de manière quand même très, très, très forte. Moi, j'avais une question justement par rapport à tous ces patients qui prenaient pas leur traitement, visiblement sur le long terme. Est-ce que ça fait pas un vivier de patients qui vont développer des nouvelles pathologies? Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus Alors, oui, plus qu'une... Enfin, quelle est votre question finalement? Je peux répondre quelque chose, mais... Qu'est-ce qui va arriver à ces patients qui ne prennent pas leur fer, leur calcium, la vitamine D? Est-ce qu'à long terme, ils ne risquent pas de développer des pathologies autres liées à ces carences Oui, la situation actuelle, c'est que ces patients-là remplissent tous les cabinets, tous les hôpitaux avec des carences très sévères, des complications. Et... Donc ça ne les motive pas à prendre leur traitement? Alors, c'est pas vraiment le problème de motivation. Je pense que il y a plusieurs éléments. Ils sont sûrement très motivés. Le problème, peut-être que c'est qu'on leur a pas expliqué. Ça, c'est une possibilité aussi. Ou que le dispositif médical dans lequel ils ont été pris en charge ne leur a pas expliqué que c'est un parcours de soins et que l'intervention en tant que telle ne va pas régler leurs problèmes. Et ça, c'est une vraie problématique de santé publique, puisqu'on est actuellement avec 500 000 personnes opérées en France. Et comme je vous le disais, on est 3e ou 4e pays au monde en termes de volume d'intervention. Donc ça pose des questions qui sont complètement à part par rapport à d'autres pays européens. L'Angleterre, il y a 5 à 6 000 interventions par an. Donc vous voyez que l'organisation, ou en Hollande, quelques milliers aussi, donc l'organisation des soins est beaucoup plus stricte, avec des niveaux que les patients doivent passer et que les équipes doivent passer, avec du reporting qui doit être fait par les équipes soignantes, en tout cas c'est le cas en Hollande, pour prouver qu'ils suivent les patients. Mais à l'inverse, les équipes sont financées pour pouvoir suivre les patients. Donc vous voyez que en fait, c'est vraiment une problématique de système de santé. En Hollande, les équipes reçoivent plusieurs milliers d'euros par patient par an pour les suivre. Et donc ça finance des postes de diète, d'éducateurs sportifs, etc. Mais à l'inverse, ils doivent prouver que ces patients ont été suivis. Donc c'est un autre système. Pour les analyses en réseau, en fait, donc il y a des comparaisons peut-être qui ne sont pas faites parce qu'elles ne sont pas intéressantes. Donc c'est une possibilité. Mmh. Et première question. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a d'autres champs de santé où effectivement c'est plus avancé avec ce type d'analyse? Ça permet de guider la décision pour la stratégie de recherche. Voilà, est-ce qu'il y a des exemples en fait? Parce que c'est nouveau peut-être dans ce champ-là, mais bon, ça fait quelques années que ça existe dans d'autres champs. Oui, alors pour ta première question, bien sûr, on voit par exemple le switch duodénal ici. Voilà, il n'y a pas de comparaison. Voilà, il y a une comparaison que dans des corps. Donc il y a des techniques qui se font plus. Qui est celle-là, par exemple. Bon, il y a des choses qui se font plus, donc comme l'approche était systématique, on les identifie, on les montre dans le réseau, mais elles n'ont pas tellement d'intérêt pratique. Donc ça, c'est pour répondre à la première partie de la question. Deuxièmement, on illustre le réseau existant des techniques qui sont beaucoup pratiquées. Et l'intérêt de l'approche cumulative dynamique, c'est de montrer que ce réseau, il va évoluer au cours du temps, et donc d'informer la communauté des changements des pratiques au cours du temps. Pour répondre à ta deuxième question, oui, ce champ en fait qui a été beaucoup développé en fait par l'équipe de Philippe Raveau, qui est promoteur de ces techniques-là. Ça a été appliqué au champ de la rhumatologie, par exemple, sur les comparaisons des anti-inflammatoires. Ça a été comparé en orthopédie, sur la prothèse de hanche, vis plaque, vis, prothèse totale, etc. Et ça a été fait en cancérologie, ce qui permet aussi parfois de montrer, par exemple, qu'il y a des résultats qui sont très pertinents dans les études cliniques, mais qui ne sont pas transférés à la pratique parce que l'information n'est pas retenue dans les méta-analyses classiques. Et donc, on peut les visualiser, de montrer que en fait, tel anticancéreux a que des comparateurs vis-à-vis du placebo, mais en revanche,
le nouvel anticancéreux n'a pas de comparaison par rapport à l'anticancéreux de référence, qui est finalement la question que se poserait un patient. Donc je pense que c'est quand même un outil qui a un transfert vers la pratique clinique assez fort.